Alors, dans cette préparation du TD numéro 2, on va chercher à calculer l'énergie de liaison OH dans l'eau liquide et dans le peroxyde d'hydrogène gazeux, la liaison oxygène-oxygène. On demande tout d'abord de donner les formules développées de l'eau et du peroxyde d'hydrogène. Donc l'eau et le peroxyde d'hydrogène. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des formules développées? Puisqu'on a besoin de connaître les liaisons présentes dans la molécule afin d'utiliser les enthalpies de liaison. On vous dit que le dioxygène et le dihydrogène sont les états standards de référence des éléments constitutifs de l'eau et du peroxyde d'hydrogène. Expliquez pourquoi? Eh bien parce que à l'état naturel, l'élément oxygène il est sous forme de dioxygène et l'hydrogène est sous forme de dihydrogène. Il n'existe pas à l'état naturel les atomes libres. L'état le plus stable correspond au dioxygène et au dihydrogène. Ce sont les états les plus stables. On demande de donner l'équation de formation de l'eau liquide et du peroxyde d'hydrogène à partir de leurs éléments dans l'état standard de référence. Donc, on veut former de l'eau, H2O. Alors, à partir du coup de l'hydrogène dans son état standard de référence, c'est-à-dire le dihydrogène gazeux, et l'oxygène, dont l'état standard de référence, et le dioxygène gazeux. J'ai deux hydrogènes, donc c'est équilibré. J'ai un oxygène 2, donc ici il faut que je mette un demi. Attention, quand vous équilibrez les équations de formation, le coefficient stoichiométrique de l'espèce qui est formée vaut toujours 1 par convention. D'accord? Ça c'est la convention. Ici ça vaut 1, donc on peut se retrouver avec des coefficients demi-entiers. D'accord? La seule et unique convention, c'est ici, le coefficient stoichiométrique devant l'espèce qui est formée vaut 1. Et ensuite, on vous demandait également pour le peroxyde d'hydrogène. Alors, gazeux. OK. Donc ici, à partir toujours de d'hydrogène et d'oxygène. Alors, deux hydrogènes, c'est bon. Deux oxygènes, c'est bon. La réaction était déjà équilibrée. Alors, si on veut effectuer du coup les liaisons, les réactions précédentes, on vous demande quelles liaisons faut-il casser et lesquelles faut-il former. Donc ici, si je passe du coup de H2 et de O2 à H2O, il faut ici que je casse la liaison HH, que je casse une demi-liaison oxygène-oxygène. Et ici, il faut que je forme, si je regarde la molécule, deux liaisons OH. Donc au bilan, donc il faut casser une HH, une demi oxygène-oxygène, qui est donc une liaison double, hein, comme on l'avait vu au S1, et il faut former, ici si on regarde, deux liaisons OH. Pareil ici, alors je casse une liaison hydrogène-hydrogène, je casse une molécule entière de dioxygène cette fois-ci, et on forme, alors si on regarde ici, deux liaisons OH et une liaison oxygène-oxygène. On vous dit également pourquoi est-ce qu'il faut on vous demande également pourquoi est-ce qu'il faut considérer l'enthalpie de vaporisation de l'eau dans le calcul de l'enthalpie de formation H2O liquide. Ici, on a un gaz, mais ici on a un liquide. Or, par convention, toutes les enthalpies
de liaison sont tabulés en phase gaz. Donc forcément, dans le cycle de S qui va intervenir, on aura forcément la vaporisation de l'eau, puisque si on forme deux liaisons OH, eh bien, on ne forme pas l'eau liquide, on forme l'eau gazeuse, qu'il faut ensuite liquéfier pour former de l'eau liquide. En déduire la relation qui lie l'enthalpie de formation de H2O liquide et H2O de gaz avec l'enthalpie de formation standard de leur corps pur de référence. Donc là, on va faire du coup le cycle thermodynamique qui correspond. Donc je vais recopier juste ma réaction en haut. Alors, j'ai dit H2 gazeux plus 1,5 de dioxygène gazeux donne de l'eau liquide. Alors ici, du coup, on va casser la liaison. Donc, il faut fournir de l'énergie au système. Donc, plus l'énergie de liaison hydrogène-hydrogène. On va former deux atomes d'hydrogène en phase gazeuse. Ici, du coup, on va casser une demi-molécule de dioxygène. On va former deux atomes d'oxygène. On forme les deux liaisons OH au sein de la molécule. Donc, on forme donc moins deux fois l'énergie de liaison OH. On forme du coup de l'eau en phase gaz. Puis ensuite, on veut retourner à l'eau liquide. Et donc là, c'est moins la vaporisation, donc moins l'enthalpie de vaporisation de l'eau. Donc au final, ici, ça correspond à la formation. Donc on a donc au final que l'enthalpie de formation de l'eau liquide reste plus qu'à suivre le cycle. C'est plus une fois l'enthalpie de dissociation de la liaison HH plus 1,5 de l'enthalpie de liaison double oxygène-oxygène moins 2 fois l'enthalpie de liaison OH moins l'enthalpie de vaporisation de l'eau. On fait pareil pour H2O2. Donc le cycle va être identique, sauf que ici donc j'ai une fois l'enthalpie de dissociation de la liaison HH. Ici j'ai une fois et non pas 1,5 de l'enthalpie de dissociation oxygène-oxygène. Attention, c'est une erreur que vous commettez très souvent. Vous oubliez les coefficients stoichiométriques, vous oubliez de le reporter ici sur la flèche. Ici je casse bien une molécule en entier de dioxygène, alors qu'ici j'en ai cassé que la moitié. D'accord? Donc sur les flèches ici, il apparaît à la fois le coefficient stoichiométrique et à la fois le nombre de liaisons. Donc là par contre, je peux aller directement vers l'état final puisque l'état final est déjà en phase gaz. Donc il faut que je forme deux liaisons OH. Et il faut que je forme une liaison oxygène-oxygène simple. Donc au final, l'enthalpie de formation du peroxyde d'hydrogène en phase gazeuse, c'est égal à l'enthalpie de dissociation
de HH, l'enthalpie de dissociation du dioxygène, moins 2 fois l'enthalpie de liaison OH, moins 1 fois l'enthalpie de liaison oxygène-oxygène. En utilisant ces deux équations, on peut déjà en déduire ici, isoler ce qu'on cherche. Donc ici, l'enthalpie de liaison OH. Puis en déduire ici l'enthalpie de liaison oxygène-oxygène. Donc il faut isoler chacune des grandeurs, puis faire l'application numérique. Alors ça nous donne quoi? Donc ici, je veux isoler l'enthalpie de liaison OH, donc je fais passer de l'autre côté, je divise par 1,5. Ça fait donc 1,5 de enthalpie de liaison hydrogène-hydrogène, la moitié de l'enthalpie de dissociation du dioxygène, moins l'enthalpie de vaporisation de l'eau, et ça, pareil, il faut que je fasse passer de l'autre côté, moins l'enthalpie de formation de l'eau liquide. Alors, ça me fait une énergie, du coup, qui vaut 463,4 kJ par mol. Je vous rappelle que vous devez forcément tomber sur un résultat qui vaut de l'ordre de la centaine de kilojoules par mol. Sinon, vous êtes trompé. Connaissant cette énergie de liaison, je peux en déduire l'énergie de liaison oxygène-oxygène. Donc pareil, il faut que je fasse ça de l'autre côté, ça de l'autre côté. Ça me fait donc que l'énergie de liaison oxygène-oxygène, c'est l'énergie de liaison hydrogène-hydrogène plus l'énergie de liaison oxygène-oxygène double moins 2 fois l'énergie de liaison que je viens de déterminer grâce à l'eau moins l'enthalpie de formation du peroxyde d'hydrogène en phase gaz. Si je fais l'application numérique, je me retrouve avec 139,8 kJ par mol. Pareil, je trouve un résultat qui est de l'ordre de la centaine de kJ par mol. Tout va bien. Par contre, on voit que cette énergie de liaison oxygène-oxygène dans le peroxyde d'hydrogène reste quand même assez faible. C'est-à-dire qu'il est très facile de rompre cette liaison. Et ça, c'est ce que vous verrez dans le cours de réactivité.